Ils vont poursuivre votre magazine de prédilection, Synopsis, ces magazines de la rédaction de votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la 64e anniversaire de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale. C'est ce sujet qui va donc constituer l'ossature de cette émission. Est-ce que l'indépendance a-t-elle servi pour le développement de la République démocratique du Congo? Élément de réponse avec notre invité dont nous avons l'estime honneur de recevoir ce soir. Il s'agit donc de Norbert Yamba Yamba. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, président de la Nouvelle Vision panafricaine et puis directeur des cabinets au ministère de l'Intérieur. Avec lui, nous allons donc analyser cette problématique de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Norbert Yamba Yamba, salut. Salut, bonsoir. Merci pour l'invitation, Kabea. On est ensemble. Je suis encore très heureux que nous parlions de ces sujets assez intéressants qui portent sur notre indépendance. Et nous allons vérifier si effectivement on est indépendant ou on ne l'est pas. Très bien. Norbert Yamba Yamba, d'entrée de jeu, la question de l'accession de la souveraineté de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale. Comment voyez-vous cette indépendance? Vous savez, Kabea, il est important de parler véritablement de la souveraineté de notre pays. Mais néanmoins, pour parler de la souveraineté, il faut s'interroger sur un certain nombre d'attributs de souveraineté. Certainement que nous avons été déclarés indépendants par la Belgique qui nous a colonisés. Mais avant que la Belgique ne vienne ici dans notre pays, je crois que nous avions, n'est-ce pas, notre indépendance. C'est donc la Belgique qui est venue remettre en question notre indépendance en nous mettant dans une situation de domination. Et donc, nous savions vivre chez nous. Nous avons nos propres valeurs, nous avons notre organisation politique, nous avions nos traditions qui faisaient office de religion, nous avions notre organisation économique, nous avons notre système éducatif, etc. Quand ils sont venus, ils nous ont dit, tout ça, c'est rien, il faut abandonner, il faut les suivre. Et on les a suivis. Au bout d'un certain temps, on dit non, on va vous libérer. Et ils déclarent, parlant de la nation, notre indépendance. Nous avons chanté, nous avons accepté. Et puis, 64 heures après, on se réalise finalement que est-ce qu'on a été véritablement indépendant ou on ne l'a pas été? Parce que la situation même s'est aggravée, plus que la situation de la colonisation. Et alors maintenant, nous disons, est-ce que vraiment on est indépendant? À quel niveau on peut parler de l'indépendance? Et alors maintenant, avant de parler de ça, il faut se poser la question, ce qui fait que nous ne soyons pas véritablement indépendants aujourd'hui. C'est que nous avons importé un certain nombre de choses qui a converti nos esprits. Et parmi lesquelles, vous avez la religion qu'on nous a amenée, qui est importée dite révélée. On nous a dit quelque part que l'air Dieu est blanc et que bon, il faut suivre ça et vous serez dans de bonnes situations. On a tenté. Bon, deuxièmement, le système éducatif, où on dit bon, il faut commencer par l'école primaire et puis bon, secondaire, université, il faut aller jusqu'au doctorat, etc. Au fur et à mesure que vous montez avec les études, vous avez la possibilité de réussir votre vie. Et aujourd'hui, nous avons suivi ça. Et puis, troisièmement, l'organisation politique. Et donc, si vous voulez effectivement avoir l'ordre social, si vous voulez avoir, n'est-ce pas, le développement, il faut vous organiser politiquement au travers d'une certaine démocratie où il y a plusieurs partis politiques, il y a plusieurs associations, il y a des syndicats, il y a l'économie, compagnie, etc. Nous avons tout tenté.
Et puis, sur le plan spirituel, donc, on est attenté, il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus de diacres, plus de prêtres, plus d'évêques, des archevêques, etc. Et puis bon, voilà, donc, ce côté-là, on dirait la prière ne donne pas mieux que les sciences. Nous avons tenté également le système éducatif, on a des millions d'universitaires. C'est triste. Et puis bon, il n'y a rien. La situation... Le fait que c'est détérioré. C'est détérioré. Et nous avons opté pour le système politique. On vous dit non, la démocratie, les droits de l'homme, etc. On a tout tenté. Il y a des associations de droits de l'homme, il y a des partis politiques. On est au-delà de 1000. Et finalement, quand on regarde la situation, ça n'a pas changé. Et il y a une question importante où on dit, mais si vous voulez apprécier, n'est-ce pas, un pays, s'il est souverain, il est véritablement indépendant, ou il ne l'est pas, à travers 4 attributs de souveraineté. La première attribut, c'est donc la sécurité. Alors, un pays où il ne sait pas, à travers ses propres moyens, organiser sa sécurité, construire sa sécurité, ce pays-là n'est pas encore indépendant. Deuxièmement, un pays qui ne sait pas nourrir sa population au travers son système de production agricole, etc., pour construire son autonomie, son autosuffisance alimentaire, ce pays-là ne peut pas se déclarer indépendant. Et puis on dit non, un pays qui n'a pas son système éducatif, un pays qui importe un système éducatif, d'ailleurs, qui n'a pas son propre système éducatif, dont on retrouve les contenus, ses prouesses, ses différentes des petites victoires tout au long de son histoire, où l'éducation est restée l'apanage des autres et compagnie, etc. Ce pays n'est pas souverain. Et pour terminer, un pays qui n'a pas sa propre médecine. Beaucoup de pays au XXe siècle ici ont montré de quoi ils sont capables, simplement parce qu'ils ont construit une certaine autonomie au niveau du système sanitaire. C'est comme ça que vous avez la médecine indienne, la médecine chinoise, la médecine cubaine, la médecine coréenne. Et alors maintenant, si un pays ne s'inspire, n'utilise que la médecine des autres, ce pays-là n'est pas indépendant. Surtout des pays qui ont une superbe végétation, qui auraient pu véritablement transformer ces feuilles qui ont des vertus médicales en des produits. Parce qu'aujourd'hui, KBA, il y a 60% des produits qui sont en circulation, des produits médicaux, bien entendu, sont des poisons. Et donc, pour véritablement protéger sa population, il faut avoir du génie dans la production des produits, de produits pharmaceutiques. Et beaucoup de pays ont réussi le pari. Beaucoup de personnes quittent l'Europe, quittent l'Amérique, viennent se soigner, n'est-ce pas, en Inde. Mais il y a peu, c'était pas ça. Donc en bref, le République démocratique du Congo n'est pas indépendant. Non, on n'est pas indépendant. Nous sommes dans une sorte de diplomatie de vocabulaire. Oui. Ça veut dire que de la même manière qu'il y a eu colonisation, traite négrière, l'indépendance ou la décolonisation, c'est la même chose que la colonisation. Mais ici, pour les cas d'espèce, c'est qu'il y a des héritiers de la colonisation. Et il y a des sous-traitants qui ont été recrutés justement pour travailler à la place de ceux qui sont venus nous dominer. Vous savez qu'ABR, pour une petite histoire, quand les Occidentaux étaient en Afrique, certainement que pendant ce temps, il y avait la guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne s'est révélée une très grande puissance, mais qui finalement a été battue. Oui. Et lorsqu'il a été battu, finalement, l'Allemagne a cédé ses colonies aux autres pays européens. Et quand l'Allemagne rentre, s'organise sur place, etc., il est devenu une grande puissance économique en Europe. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont restés. Il y a même des pays qui n'ont pas connu la colonisation, comme la Russie, comme les États-Unis, etc. Ils ont poussé à la conférence de Paden, justement comme pour s'occuper du reste. Et ces pays ont déclaré indépendants, mais ils ont mis en place des hommes et des femmes qui ont été entraînés dans le sens de travailler à leur place. On les appelle des courtiers, des commissionnaires. Et c'est comme ça qu'à un certain moment, on a connu, pour être chef d'État, il faut que tu sois soutenu par tel ou tel pays occidental, etc. Voilà la situation. Et donc, de la même manière que nous avons connu la colonisation, oui, la décolonisation, c'est aussi une colonisation, mais à travers nos propres
frères et sœurs de couleur, etc. Mais les résultats sont les mêmes parce qu'en réalité, c'est le même système, c'est le même paradigme. Et le paradigme qui est là, il est fondamentalement hérocentrique. Hérocentrique, ça veut dire quoi? Hérocentrique, ça veut dire que tout ce qui bouge, tout ce qui se fait dans nos pays, c'est fait en fonction des intérêts des Européens, des Occidentaux. La religion, oui, tous ces pasteurs se recrutent parmi soit les fils d'Abraham, Ismaël, au travers la communauté musulmane, soit par le christianisme, au travers, n'est-ce pas, Isaac, qui est le fils d'Abraham, et Ismaël, le fils d'Abraham. Donc nous sommes dans une sorte de domination spirituelle, n'est-ce pas, de fils d'Abraham. Et voilà, donc on est dans cette situation où on croit vraiment qu'on est indépendant. Et quand on fait des déclarations, on dit non, mais écoute, nous voulons les droits de l'homme. C'est pas ça la démocratie. Mais écoutez, chaque pays, chaque société s'est organisée à sa manière. Nous sommes ici sur la terre des hommes pendant 100 à 300 000 ans. Nous avons eu une organisation sociale. Nous avions le droit. Nous avions une organisation politique, c'est comme ça que nous avons des chefs, nous avons des rois, nous avons des empereurs, etc. Mais nous avons tout laissé de ce qui nous concerne. Nous avons opté pour la démocratie où on élit les chefs, puis on lui donne un mandat, et voilà. Mais Norbert Mbayamba, sur le plan interne, parce que vous parlez de cette indépendance et des différents problèmes qui ont émaillé également l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mais 64 ans après l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale, l'État demeure toujours grabataire, c'est-à-dire trop faible pour développer ne serait-ce une gouvernementalité des frontières à l'aune de son poids naturel, pour résoudre également cette problématique de l'insécurité. Trop faible également pour participer comme partenaire viable à des institutions économiques internationales. Nous sommes toujours à la recherche d'une politique de gestion plus cohérente, mais également plus stable pour développer la République démocratique du Congo. Maintenant, vous, en tant que panafricaniste, quelle vision plus clairvoyante que vous pouvez avoir face à cet état des choses? Kabila, aucune nation ne peut se développer, encore que le concept de développement, c'est un concept idéologisé. Je n'aime pas en parler parce que vous ne partez pas en Europe. Donc, importé. Il est importé, mais il n'a de place qu'en Afrique. Allons-nous parler de développement en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Aujourd'hui, on ne parle plus du développement en Chine. On ne parle plus en Inde. Donc, le concept développement, émergence, droits de l'homme, démocratie, ça sont des concepts, des paradigmes qui ont été montés dans la perspective de nous bercer pour que nous puissions véritablement croire à quelque chose. Mais développement et sous-développement, ça dérive de la même impulsion initiale. Pourquoi vous optez seulement au développement, non pas au sous-développement? Mais c'est pourquoi je vous dis qu'aller aux États-Unis, on ne va pas vous parler de sous-développement. Et aller dans tous ces pays, ce sont des termes qui ont été inventés dans le cadre de la diplomatie de vocabulaire. Ça veut dire qu'on accepte que ceux qui acceptent véritablement ce genre de concepts qui n'ont aucune influence par rapport à notre épanouissement, par rapport à notre... et par rapport à notre amélioration, etc. Donc, quand je parle de diplomatie de vocabulaire, suppose que ces concepts disent la même chose. Regardez comment on est venu à une certaine époque, je crois de 2005 à 2010, etc. On a parlé de l'émergence. Et beaucoup de pays africains sont entrés dans le programme d'émergence jusqu'à l'horizon 2030 et 2035. Vous savez combien il y a eu de coups de gueule mégaphonés dans notre pays autour de cette question d'émergence, etc. Cette émergence qui était accompagnée de la gouvernance, du leadership, etc., qui sont des concepts fondamentalement creux à l'occidental. Et nous avons crié à ça.
Sur 54 pays africains, 52 ont eu un programme, ont contacté le programme, n'est-ce pas, d'émergence. Personne n'en parle. Personne n'en parle aujourd'hui. C'est cela. Donc, Kabila, indépendance, non. Ça reste un challenge, ça reste un défi de vraie indépendance par rapport à notre capacité de gérer les ressources que Dieu nous a données. Or, gérer nos ressources n'est pas possible aujourd'hui, étant donné que ces ressources sont exploitées, brites, amenées chez l'exploiteur et transformées là-bas, créer des richesses là-bas, créer des emplois là-bas. L'argent leur permet d'arranger les routes, d'arranger leurs écoles, d'arranger l'action sociale. La révisitation du code minier, vous ne voyez pas que cela est en déphasage avec votre analyse? Non, mais la révision du code minier, c'est quoi, Kabila? Le code minier, c'est une loi. Et la loi d'investissement dans les cadres, dans les cartes mines. Et alors, lorsque on était à 2%, on dit non, tu peux aller jusqu'à 4%, à 3%. Qu'est-ce que cela représente? Qui sont pour transformer une économie? Il faut avoir des industries. Est-ce que nous en avons? Est-ce que vous connaissez des sociétés congolaises aujourd'hui opérationnelles? Vous savez qu'aujourd'hui, le Congo est censé être, j'allais dire, détenir les tiers des richesses africaines. Et les minerais stratégiques, dans le cadre de la transition énergétique, se trouvent dans notre pays. Est-ce que nous avons la capacité industrielle de transformer et de produire des richesses chez nous? Moi, j'ai dit non. Que ce soit l'Orient, l'Occident, tous, les terrains fertiles, même des graines pourries germent bien, ils prennent ces ressources, ils vont avec ça chez eux, et à l'état brut, et ils transforment chez eux. C'est là que l'argent reste. Mais nous n'avons que les yeux pour regarder. Entre-temps, ils font tout pour s'imposer sur les choix des dirigeants, sur la méthode des choix, etc. Et nous n'avons pas la marge de manœuvre pour véritablement construire notre autonomie, notre souveraineté, de manière à s'occuper de notre peuple. Vous parlez de plus en plus de ces ressources-là. Nous avons quel budget? La moyenne du budget depuis 2006, on est à 5 milliards de dollars. Parce qu'il y a des fois, on arrive à 7, à 9, et à 4, 2, etc. Mais la répartition aussi pose problème, notamment lorsqu'on voit les institutions de la République s'accaparer la part des lions au détriment de la population. C'est justement ça, parce qu'en réalité, vous avez opté pour la démocratie, vous avez opté pour l'organisation politique, où vous avez des partis politiques, vous avez l'exécutif, vous avez le judiciaire, vous avez le législatif, etc. Et vous avez les différentes instances à différents niveaux d'atterrissage. Mais c'est un arrangement institutionnel très compliqué, très complexifiant, pour donner la possibilité à un paysan de comprendre le fonctionnement. Même les élections, les règles de jeu ne sont pas suffisamment connues par la population. Et le choix qui est fait, ce n'est pas le choix volontariste de notre peuple. C'est un choix motivé soit par la corruption, soit par le clientélisme, soit par le tribalo-régionalisme, etc. Et donc, vous avez un peuple qui ne comprend pas les règles de jeu parce qu'en réalité, les règles de jeu qui sont opérationnelles sont importées liées à la République. Or, nos ancêtres n'ont pas connu la République. Nos ancêtres ont connu des royaumes. Nos ancêtres ont connu des empires. C'est comme ça que nous avions eu des chefs, des grands chefs comme Zingankouvu, comme Soudiata Keïta, comme Soumango Ronkate, etc. Moussa Kaka, qui était devenu le plus riche jusqu'à aujourd'hui parce qu'il avait plus de 400 milliards de dollars en termes de contre-valeurs orifères qu'il avait. Mais Norbert Mayamba, au fur et à mesure que les tribus et les clans, les empires dont vous faites allusion également, prenaient numériquement de l'importance, vous ne voyez pas que les phénomènes de la division s'amplifiaient, parce qu'on a pu dire que l'influence du milieu géographique, les climats, l'immensité de l'espace habitable sont aujourd'hui à l'émettement de la société congolaise. Eh bien voilà, c'est ça la République.
C'est ça la République. Parce que, écoutez, aujourd'hui, on est en train de prôner la décentralisation. Oui. Et on vous dit, donc, il faut que le village soit à l'intérieur des secteurs, le secteur à l'intérieur des territoires, communes et compagnie, etc. Voilà. Ça, c'est la décentralisation au modèle occidental qui est pas inspiré du droit gréco-romain ou romano-germanique. Mais quand vous êtes dans nos villages, la décentralisation est déjà opérationnelle. Parce que quand vous arrivez, on va vous dire que tel groupement se sépare avec tel autre à tel endroit, etc. Et il y a un territoire où on retrouve pratiquement les gens qui sont venus de tel ou tel endroit, etc. Cette décentralisation existe. Maintenant, il faut institutionnaliser, il faut scientifiser ça, il faut moderniser ça. Ça, on ne l'a pas fait, mais nous avons voulu copier l'Occident. Comme en France, il y a 38 000 communes. Et la France n'a que 70 millions d'habitants. Mais nous avons combien de communes? Nous avons 603 communes. Mais la France, c'est 38 000, 36 à 38 000 communes. Mais les gens vivent parce que c'est leur culture. Chez nous, vous avez vu des gens qui sont ensemble, malgré qu'ils ne sont pas ici des mêmes ancêtres, mais au moins, ils sont ensemble, il y a cohabitation pacifique. Et il y a un chef qui n'est pas injuste. Il y a un chef qui contrôle toutes les tribus, qui pense que chacun a un droit de citer à l'intérieur de la gestion, n'est-ce pas, du groupe. C'est cela. Mais quand on nous a amené la République, or les règles de la République sont différentes des règles traditionnelles. Et donc, la tendance générale, c'est que la République voudrait qu'on se donne un mandat, la République voudrait qu'il y ait démocratie, droits de l'homme, etc. Or, notre tradition voudrait que quand on est au pouvoir, il faut y rester plus longtemps possible jusqu'à la mort. Et que l'alternance se fait par filiation. Et alors maintenant, la tendance aujourd'hui, c'est quoi? C'est de voir quelqu'un qui est ici, par exemple, d'un village, lorsqu'il acquiert, il accède au niveau de responsabilité de la République, et la tendance, c'est de vouloir copier ce qui se trouve au niveau tradition pour mettre ça au niveau... Et il y a un court-circuit. Parce que la République a ses règles. Or, la République est importée. Et donc, la meilleure façon, c'est d'interroger nos héritages traditionnels pour dire quel devrait être le vrai modèle. Nous devons inventer les modèles. Mais malheureusement, l'organisation politique est importée et tous nos compatriotes qui font des études en Sciences Po, en droit, en sociologie, en anthropologie, etc. Excusez, sont dans la récitation. Hein, tu vois, ils sont dans la répétition. Ils sont sur le récital des cahiers. Et donc, ils ne font pas un effort pour dire nous avons tenté les modèles importés de l'Occident et ces modèles ne nous ont pas donné suffisamment de résultats. Quelle devra être la portée des thèses doctorales ou à chaque niveau d'atterrissage, au niveau des études et compagnie, qui nous aident à débloquer la situation? Nous ne sommes pas là. Nous pensons qu'écrire un livre aujourd'hui, on va faire le vernissage, le grand hôtel, compagnie, etc., juste pour avoir fait la copiologie, ce qu'on appelle la compilation. Ça veut dire, on prend les matières dans tel ou tel livre, etc. Et on est resté dans le même système, on est resté dans le même paradigme, le paradigme fondamental occidental qu'on appelle hérocentrique à rentabilité externe. Et ce paradigme a déjà montré ses limites parce que ça ne nous a pas amené vers l'épanouissement. Oui. Alors maintenant, au lieu de constater que nous ne sommes pas indépendants, nous continuons à fêter les fautes d'indépendance. Nous sommes... Alors maintenant, comment allons-nous? Il faut le faire dans la méditation. Non, mais il faut réfléchir. Mais où est-ce que vous avez vu des rencontres, des grandes rencontres dans des universités où les gens s'interrogent sur les 64 ans, où les gens se disent nous faisons quoi maintenant, etc. En dehors de ce que j'ai vu, les gens allaient à l'université de Kinshasa, une grande université, pour parler de l'union sacrée des intelligences, et puis bon, on dit leadership, parce qu'ils sont des théories déjà périmées, démodées, épuisées, dépassées totalement, etc. Mais face à la pathogénie du sous-développement de la République démocratique du Congo, pourquoi ne pas opter à l'époque où j'étais notre dévolu au plan Van Bilsen, qui voulait qu'on puisse prolonger
l'indépendance. Il faut arrêter, Kabea. Ça fait longtemps, je discute avec toi, non? Oui. Comment tu peux accepter que Plan Van, Belsen, etc., il y a même des qui reprochent Lumumba qu'il ne fallait pas demander l'indépendance, etc. Bien, il faut arrêter. Quelle est cette société que vous allez construire dans une approche intergénérationnelle si vous n'arrivez pas à poser des questions sur votre identité, sur vos héritages traditionnels, sur vos valeurs? Parce que c'est ça qui constitue véritablement la fondation, c'est ce qui constitue des racines. Et donc tout ce qui peut venir de l'extérieur ne peut jouer le rôle que des créations culturelles. Alors vous voulez substituer vos valeurs par ce qui vient de l'extérieur. Voilà le résultat, ça nous a donné, ça donne un coup-circuit. Alors maintenant, il faut que nous soyons en mesure de réfléchir, comme pour dire, maintenant que nous avons tout utilisé, nous avons tout essayé. Oui. Nous faisons quoi maintenant? Interrogeons ce que les ancêtres ont fait. Pourquoi, 35 siècles avant l'ère chrétienne, nous étions, n'est-ce pas, forts politiquement, forts militairement, forts scientifiquement? Tous ces premiers intellectuels de l'Europe, ils sont venus apprendre en Afrique. Mais vous ne voyez pas que par là, il est aujourd'hui inopérant de s'acharner sentimentalement aux impérialistes, aux occidentaux. Vous ne voyez pas qu'il appartient maintenant aux jeunes générations et aux élites de prendre une autre vision des problèmes, remettre en question certaines données de nos traditions, afin d'ouvrir à notre avenir d'autres perspectives. Mais c'est le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, Kabea, que d'aucuns considèrent comme étant une adolescence retardée. Nous faisons ça. Regardez à quel moment nous sommes en train de faire passer l'émission, etc. C'est justement pour qu'on laisse des traces, pour que finalement on pose des jalons, pour que demain nos enfants, les enfants de nos enfants trouvent quelque chose qui puisse justement servir de base pour la réflexion. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes toujours naïfs, très résignés, pour croire qu'effectivement, les produits d'importation peuvent véritablement servir de boostage de notre société. Moi, je dis non. Tout ce que nous avons reçu de l'extérieur, c'est essentiellement pour nous assujettir, nous ligoter, nous ligaturer. Certainement qu'à un moment donné, on a besoin d'imiter les autres, pourquoi pas. Mais la fondation doit rester la nôtre. Les Chinois, pour être ce qu'ils sont, ils ont utilisé la politique de la machine inversée. Ils voyaient ce que les Américains ont fait. Ils ont envoyé plus de 3000 étudiants aux États-Unis, en Europe, et compagnie, etc. Aujourd'hui, 3 millions de millionnaires en Chine sont venus des pays occidentaux. Ils ont vu ce que les Américains faisaient comme des machines, et ils viennent, ils démontent, et ils font l'inverse. Aujourd'hui, au point où ils ont interrogé leurs coutumes, ils ont interrogé leurs traditions, ils ont stabilisé cette science. Le génie est réhabilité. Le grand problème, c'est que nous n'avons pas du génie. Vous allez voir, vous entrez dans une conférence où vous trouvez, par exemple, 10 000 universitaires, oui, parmi lesquels vous avez des professeurs de thèse. Mais personne n'est capable de générer, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'un micro, ne serait-ce qu'une cure-dent, etc. Moi, je me rappelle bien, je faisais encore les études post-universitaires en gestion de forêt tropicale, et nous avions un professeur qui devrait nous encadrer en stage. On était à Dembo. Dembo, c'est dans le territoire de Bazangou, à 15 km du chef-lieu de Bazangou. Et puis, on devrait faire un compostage. Le compostage, c'est-à-dire comment prendre les déchets et produire de l'électricité. Mais le professeur était fondamentalement docteur de thèse en agronomie. Il a pris ce qu'on a appelé l'agroforesterie. Et en dehors, il a appris également la technologie de compostage. Parce que c'est là qu'on peut véritablement avoir des fumiers pour diffuser sur le terrain de manière que les paysans puissent avoir les produits de fertilisation. Mais le prof était incapable de monter, c'est pas un site, de monter quelque chose pour le compostage. Il était incapable. Pourquoi? Parce qu'il a mémorisé. Et lorsqu'il vous parle, il vous explique. Mais c'était terrible. Mais lorsqu'on lui donne lui-même la machette pour faire ce qu'il dit, il est incapable. Voilà nos savants. Et un tel savant comme ça, il peut nous laisser quelle trace dans la société?
Alors nous voulons que les génies reviennent. Kabea, est-ce que vous me suivez? Oui. Nous voulons que les génies reviennent. Lorsqu'on est médecin, qu'on apprenne nos plantes, non, qui ont des vertus médicales, au lieu de mémoriser essentiellement les herbes de l'étranger qui ont été travaillées dans leurs laboratoires, compagnie, etc. Et si nous sommes en mesure de réhabiliter notre génie propre, de réhabiliter, de rétablir notre spiritualité authentique, lorsque nous avons connu cette maladie de Covid-19, qu'est-ce qu'on devrait faire? Tous nos médecins étaient incapables. Tous nos pharmaciens disaient qu'ils ne connaissaient pas quoi grand-chose. Tous disaient, oh, c'est nouveau, c'est nouveau. Mais quand vous allez au village, lorsqu'il y a une maladie nouvelle, quelqu'un peut être en contact avec les ancêtres, Oui. et il part à la forêt, il ramène, n'est-ce pas, une feuille, et il dit, essayez de chauffer ça, et quand vous prenez, la maladie se termine. Et c'est ce que nos médecins n'ont pas. C'est ce que nos pharmaciens n'ont pas. Simplement parce qu'ils sont été à l'école de mémorisation. Mais, Et donc, excusez Kabaya, Oui. il n'y a que ce qui vient de l'extérieur qui constitue véritablement la réponse. Mais nous, on dit que nos plantes puissent servir à quelque chose, il n'y en a pas. Vous savez Kabaya, le monde aura 11 milliards de personnes en 2100. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'approcher 8 milliards de personnes. Et la planification occidentale passe par la diminution, n'est-ce pas, de la démographie, du nombre de personnes. Il y en a même ceux qui disent que non, il faut diminuer la population jusqu'à 500 millions. Et on est à 8 millions, à 8 milliards déjà. J'ai suivi un courant qui dit non, on est de 500 millions, allons jusqu'à 1,5 milliard. Et les Occidentaux disent aujourd'hui que non, avec la pauvreté en Afrique, il y a une sorte de migration vers les pays nantis, les pays soi-disant développés entre guillemets. Et avec les relations de mixage entre les Noirs et les Blancs, on est dans un processus de disparition de leur race. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer le nombre d'apôtres parce qu'en réalité, en 2100, on aura 2 personnes sur 4 seront fondamentalement africaines noires. Et puis, on aura plus de 4 milliards 500 millions de personnes en Afrique. En 2050, on aura 2 milliards 500 millions. Donc, il faut diminuer les Africains. Pas seulement les Africains, monde. par excellence. Et puis, pour le reste, c'est comme ça qu'ils ont multiplié pas mal de stratégies pour diminuer les différents virus qui sont opérationnels. Regardez, d'ici là, vous allez en suivre. Même Ebola va encore revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a une capacité d'incubation de 15 ans. Ça reste dans les testicules et ça va se déclencher et ça diminue au fur et à mesure des gens. Sur cela, et alors, si nous étions en mesure de connaître des plantes dans notre forêt, d'avoir les génies nécessaires pour scientifiser ça, pour moderniser ça, pour théoriser ça, nous aurons nos propres produits. On évitera des produits empoisonnés qui circulent à proportion de 60%. Et donc, nous ne sommes même pas informés et les gens sont conscients. Yamba. Ouais. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, face à ces problèmes évoqués, vous ne voyez pas que les idées dynamiques ne doivent pas refléter tout simplement les sauts de l'originalité. Il suffit qu'ils soient repensés, assimilés, pour ne serait-ce que chercher des solutions pour remédier aux différents problèmes qui battent son plein. Kabea, vous avez raison. Le professeur Mabiala, je salue en passant, m'a toujours dit, Monsieur Yamba, tu insistes beaucoup sur l'originalité, tu insistes beaucoup sur les valeurs africaines, mais on peut endogéniser. Hein? C'est au nom de la loi de la contingence. On peut prendre ce qui vient de l'extérieur et puis on endogénise, ça devient nôtre. C'est pas grave. C'est ce que nous faisons généralement. Beaucoup d'usines de montage de véhicules ici, ils ont existé. Mais vous n'allez pas terminer le besoin de véhicules. Mais si vous avez la capacité de produire vos propres véhicules, vous n'aurez peut-être plus besoin de matières premières qui viennent d'ailleurs, etc. C'est cela. Donc, notre grand problème aujourd'hui, Kabea, c'est le génie. Il faut contrôler, vous les journalistes, les enseignants d'université, les chercheurs, la classe politique, etc., les niveaux de raisonnement, la concision, la cohérence, la recherche de solutions durables par rapport aux problèmes, etc. Il y a un déficit terrible. Il faut un génie, il faut restaurer ces génies propres. Et ces génies ne s'acquièrent que lorsqu'on mène de la mystique dans le système éducatif.
C'est comme ça que vous voyez des grandes universités à travers le monde. Vous êtes à Harvard, on vous dit la plus grande université. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des écoles ésotériques à l'intérieur de Harvard. Des initiés. Des initiés. Donc vous avez la pratique, Oui. vous avez la théorie, mais vous avez l'initiation. Et donc le troisième compartiment, c'est l'initiation. Et donc vous êtes capable d'apprendre les théories des autres. Donc vous montez, vous grimpez sur les idées des autres. Vous pratiquez ce que les autres ont produit. Mais vous devez être initié pour être autonome au niveau du génie. Au niveau du génie, pour que vous soyez inspiré, que vous soyez en connexion même avec des forces surnaturelles que vous avez, que vous dites ce qu'il faut faire. Mais Norbert, lorsque le roi de Belge voulut lancer son aventure coloniale au Congo, les discours étaient aussi, celui consistant à faire admettre que la civilisation supérieure devait être transposée vers les zones des ténèbres congolaises. C'est dans cette optique que les Congolais ont aussi intériorisé l'évidence selon laquelle le passé est une grande préoccupation dans nos démarches politiques. Mais 64 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que nous, Congolais, nous avons fait, ne serait-ce que pour l'émergence de ces pays? Mais nous, on va faire quoi? Nous sommes formés par la religion importée. Nous sommes formés par le système éducatif importé. Nous sommes en train de pratiquer l'organisation politique importée. Tout est importé, le système sanitaire, le système économique. L'Occident a organisé le monde de telle sorte qu'il y a un ordre qui n'obéit qu'à son approche, son paradigme hérocentrique. Et donc, quiconque qui n'a pas une vision, quiconque qui n'a pas une approche, qui ne construit pas son autonomie autour de sa souveraineté, et la souveraineté pousse au génie propre, et le génie propre pousse à des alternatives, ces alternatives qui permettent véritablement de déclarer l'autonomie d'un peuple. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas autonomes, nous profitons des autres. Mais les autres ont piégé le système. Et donc, nous sommes véritablement des prisonniers. Oui. Et comme nous sommes des prisonniers, nous ne pouvons pas nous en sortir. C'est comme ça que nous, la vision panafricaine aujourd'hui est en vogue. Si à un moment donné, il y a eu des gens qui ont parlé de ce système, c'était juste des civils. Oui. Non, pas, je ne dirais pas des civils, mais des gens qui n'étaient pas au pouvoir. Oui. Mais au début des années 60, il y a eu des gens comme Lumumba, hein, des gens comme Kwame Nkrumah, des gens comme Modibo Keïta, Sékou Touré, Amical Cabral, Barthélémy Boganda, etc. Ces gens-là ont existé. Oui. Ils ont beaucoup parlé pour l'autonomie, mais ils n'ont pas eu un horizon politique. Ils n'ont pas eu une offre politique. Ils n'ont pas eu une proposition d'opérationnalisation. C'est-à-dire qu'on peut dire, écoutez, soyons autonomes. Alors, on peut être autonome comment? Quelqu'un va vous dire, mais non, nous avons des richesses, il faut vendre. Ah, ben arrêtez. Qui vous dit que la vente, par exemple, du coltan à l'état brut peut aider au développement de ce pays? Peut aider à la souveraineté? Ah non! La meilleure façon, justement, de pouvoir construire la souveraineté, c'est juste de pouvoir transformer ce que Dieu nous a donné comme ressources naturelles. Lorsqu'une nation est en train de se fonder ou de se refonder, elle n'a pas besoin de se confronter à l'esprit des castes ou des partis politiques, mais également des idées dynamiques telles que vous la présentez. Il devra surtout faire le choix d'un idéal commun. Mais aujourd'hui, avec le panafricanisme, pensez-vous que cela va rencontrer l'assentiment de tout le monde? Mais c'est pourquoi nous travaillons. Regardez, déjà en septembre, les panafricanistes seront... on va se retrouver à Dakar. Oui. Et je suis choisi d'ailleurs parmi les panélistes. Ouais, ouais. Qui vous êtes d'ailleurs nominé en fait. Je suis nominé. Ça, oui. ça sera à Kemet Award. Ouais. Ça sera en Côte d'Ivoire, où on est à 8. Oui, meilleur homme politique panafricain. Avec le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, oui. Le président Laurent Gbagbo, le président Assimi Goïta du Mali, le président Tchani du Niger, oui.
il y a Béazin qui est un homme politique béninois, etc. Et qu'il y a Norbert Yamba aussi. Oui, donc on sera en Côte d'Ivoire. Pourquoi cette émulation? Parce qu'effectivement, il faut que dans la classe politique, que nous ayons des gens qui ont l'amour des valeurs africaines. Oui. Des gens qui pensent que les solutions africaines peuvent servir à quelque chose. Mais il faut un schéma opératoire. Et c'est là que nous disons que nos thèses doctorales, aujourd'hui dans les universités, ce sont des produits de thèses essentiellement de formalités d'usage. Ayons de vrais profs, de vrais profs qui en réalité fouillent sur nos héritages traditionnels et nous proposent des solutions correspondantes. Et ça, c'est un défi. Ça, c'est un challenge. Aujourd'hui, à Dakar, nous allons travailler sur quel type d'investissement qui reconstruit les génies africains pour que nous puissions véritablement inonder l'Afrique de ses richesses. On va réfléchir. Et voilà, j'ai oublié Ousmane Soko. Oui. Lui aussi est nominé. Oui. Le Premier ministre sénégalais. Oui. Donc on sera avec lui et on va réfléchir. On va réfléchir. Aujourd'hui, je suis nommé comme mandataire spécial au Congo sur la société Genie et Invest. C'est-à-dire investissement du génie, sur le génie africain. Et donc j'ai été choisi comme mandataire spécial. On va se retrouver, on est en train de réfléchir. Kabeya, jusqu'à ce que, à un moment donné, ces idées soient adoptées, internalisées par nos dirigeants politiques. Oui. Et pour que ça fasse partie véritablement de leur profession, ça fasse partie de leur denrées quotidiennes, etc. Aujourd'hui, la tendance, regardez comment se comporte notre chef de l'État vis-à-vis, par exemple, de l'extérieur. Oui. C'est pas facile. Hier, c'était pas possible. Le président Thomas Sankara a été tué, assassiné à cause de ça. Mais il y a une résistance, il y a une montée en flèche du nationalisme patriotique africain, etc. Et donc, nous voulons que tous les chefs, les dirigeants africains comprennent cela et puis organisent des cellules de réflexion à l'intérieur de leurs pays respectifs et donnent les ministères, par exemple, de la culture aux hommes et aux femmes, pas pour faire la musique, mais pour des gens qui peuvent réfléchir autour de nos héritages traditionnels, autour de nos coutumes, autour de notre culture, autour de notre identité. Comment pouvons-nous véritablement se servir de cela pour que ça serve de socle ou de sous-baston qui puisse justement pousser à un rebondissement qui donne une torche qui éclaire l'avenir. Ça, on en a besoin. Aujourd'hui, peu sont des gens qui sont conscients de ça, mais nous commençons à avoir des Tshisekedi au Congo, Traoré au Burkina Faso, Goïta au Mali, etc. Petit à petit. Mais pour terminer, face à l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale, est-ce que notre passé philosophique colonial ou précolonial nous prédispose-t-il à nous affirmant des personnalités fortes, fières et dynamiques? Les Congos, notre pays, peut-il sauvegarder cette personnalité, quelle qu'en soit, en adoptant en bloc les acquis de la science et de la technique? Oui, mais c'est ça le socle. Regardez les Chinois. Ils ont adoré la science et ils ont valorisé la science. Regardez les Indiens. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Inde, à New Delhi. J'ai trouvé qu'il y avait une très grande population dans la pauvreté la plus intolérable. Aujourd'hui, ils ont inventé des technologies. Regardez, il y a combien de temps il n'y a pas eu de logement en Chine? Plus d'1 milliard de personnes étaient mal logées. Mais la technologie de fabriquer des maisons de 30 étages dans 15 jours, aujourd'hui, au moins chacun a un appartement VIP pour vivre. Voilà un gouvernement qui croit qu'avec la connexion avec leurs ancêtres, etc., on régénère un génie. J'ai dit que nous avons des diplômés, oui. Nous avons des instruits, nous avons des intellectuels, mais nous n'avons pas des génies. Des génies ici qui pensent, qui produisent et qui se transforment en une technologie et qui s'intègrent dans un système à travers une vision plus clairvoyante. Des petits micros ici, oui. Vous allez en Chine, ce sont des enfants de 12 ans qui fabriquent. Ils ont déjà des entreprises. Vous voyez? Et donc, nous avons besoin de génies. Je me rappelle bien, j'étais à Jakarta. Non, cette fois-là, c'était à Bali, donc dans une des provinces de l'Indonésie. Oui. J'ai vu des gens au-dessus d'un monument, ils avaient des coques avec un jeune de 7 ans. Ils étaient en train d'évoquer, de faire des incantations, etc. Ils sont descendus, moi j'ai dit, qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Il dit, monsieur,
Nous sommes là pour évoquer nos ancêtres. Nous sommes là pour ouvrir les yeux de notre fils, pour qu'il soit en mesure de communiquer la journée comme la nuit, de manière qu'il soit inspiré pour que les ancêtres lui communiquent. Parce que KBA, tout ce que nous avons sur cette terre des hommes, tout ce que nous avons sur cette terre des hommes, si nous avons les micros, c'est que dans le monde des métaphysiques, il y a les micros. Et on choisit des hommes. Regardez le message que nous apportons. C'est-à-dire, c'est un choix. Les ancêtres se sont réunis dans le village des ancêtres. Ils disent, nous choisissons Yamba Yamba pour apporter tel message dans leur société. C'est comme ça s'appelle la manifestation de Dieu. Parce que l'homme, c'est l'incarnation de l'Esprit de Dieu dans un corps humain. C'est le dépositaire de l'Esprit de Dieu. Et donc, on vous donne une mission et vous parlez. Ce n'est pas vous, mais ce sont les gens qui sont dans le monde métaphysique qui se construisent une passerelle avec le monde physique pour informer ces gens du monde physique qui sont visibles, mais qui ne comprennent pas les enjeux. Et nous avons fonctionné essentiellement avec le monde physique, sans monde métaphysique. Aujourd'hui, il faut construire la passerelle, il faut créer une cohérence mathématique pour qu'ensemble il y ait une interaction dynamique et qu'on puisse nous booster vers une destination qui permettrait l'épanouissement de notre société. Tant que cela ne soit pas pris en considération dans des politiques gouvernementales, sans que cela soit pris en charge par les hommes politiques, par l'élite intellectuelle, et donc on va encore trop chômer parce qu'il y a des gens qui pensent que il faut tenir compte de ce qui vient de l'Occident pour être considéré comme élite. Or, l'Occident nous a divisés, même quand vous êtes au campus là, vous allez trouver, moi je suis marxiste, l'autre dit je suis marxisant, l'autre dit je suis politologiste, l'autre dit je suis politologue. Mais écoutez, ça sont des conneries. Il faut quitter les conneries, ces discussions de bas étage, pour porter le flambeau d'un écosystème politique et libérateur. Et ça, on en a besoin. Il me semble que c'est encore un défi. Très bien. C'est par ces credos de M. Norbert Yamba Yamba que nous mettons un terme à cette émission, puisque ces propos nous aident à réfléchir sur les dominantes de notre situation, afin de parvenir à un développement clair et harmonieux. On se retrouve prochainement avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur vos chaînes. Upon